Pas de centre par le gouvernement, mettons, le Montréal qui reviendra au pouvoir. Comme aussi moitié à Washington. Je comprends, c'est un peu plus facile. Ils l'ont fait souvent. Bon, à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir. J'inviterai Maître Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, à venir nous parler de la loi 101 au cégep. Après cette journée fort chargée d'apprentissage et de constats plus ou moins réjouissants, alors d'abord, merci d'être ici en si grand nombre depuis ce matin. Merci à tous nos conférenciers de nous avoir éclairés par leurs travaux, leurs discours. Merci aussi à Josiane Lavallée, qui est responsable. Je pense qu'on lui doit une fière chandelle. Et je remarque la présence dans la salle de nos anciens présidents, M. Jean Dorion, M. François Lemieux. Alors, merci d'être là également. Alors, voilà, je vais faire du pouce un peu sur la conférence d'ouverture. Vous savez, ça, c'est la conférence de clôture. Et je fais faire le lien, le pont, par-dessus tous ces beaux exposés, avec la conférence de clôture de M. Éric Bouchard, notre directeur du Mouvement Québec français. Alors, Éric parlait de la notion de prestige, la question du prestige de la langue. Et il m'apparaissait important de réfléchir un peu à ce sujet, puisqu'il s'agit d'une journée de réflexion. Le prestige de la langue. Vous savez, je ne crois pas qu'il y a de prestige sans statut. Pour quiconque souhaite, par exemple, jouir du prestige de l'exercice de la profession de médecin, par exemple, je parle de ça parce que ce sont des médecins qui nous gouvernent. Alors, ce grand prestige, eh bien, on ne l'obtient véritablement qu'en obtenant le statut correspondant, c'est-à-dire la permission d'exercer la profession de médecin, le permis d'être médecin, d'être membre de l'ordre professionnel. C'est un peu pour la même chose pour un peuple. Et je pense qu'il faut se questionner sérieusement sur le statut dont jouit le Québec à l'heure actuelle pour faire valoir sa langue officielle et le statut qu'on voudrait bien lui conférer. Alors, avant de parler de la loi 101 au cégep, il m'apparaissait important d'y réfléchir un peu. Alors, le statut de la langue. D'abord, le statut du Québec. Il faut bien constater, et surtout à la lumière des exposés qui ont été faits plus tôt, quant au charcutement, moi j'appelle ça le massacre à la tronçonneuse de la loi 101 depuis son adoption par les tribunaux canadiens, il faut bien constater que le statut du Québec est problématique. Puisque au plan constitutionnel, eh bien, on le sait, on l'a appris au fil du temps, le Québec, quoi qu'on ait pu en penser, bon, n'est pas un peuple fondateur du Canada, au sens de la Constitution canadienne. Ça nous a été refusé. Le Québec n'a pas non plus le statut de société distincte, celui qu'on a voulu obtenir au temps de Meach et Charlottetown. Le Québec, bon, a perdu son droit de veto et, et même ces temps-ci, vous savez, on est à la cour dans l'affaire de la loi 99 puisqu'on essaie de sauvegarder le peu de statut qu'on s'est nous-mêmes reconnu, à défaut d'avoir des interlocuteurs au Canada anglais respectueux de notre statut de peuple. Alors, cette moitié de statut de peuple formel qu'on s'est reconnu dans la loi 99 adoptée en l'an 2000 sous le gouvernement Bouchard, cette loi dont la plupart des dispositions les plus essentielles font l'objet d'une poursuite afin d'être invalidée par les forces canadianistes. Alors, même ce statut qu'on s'est officiellement reconnu nous-mêmes est menacé. Alors, quel est le statut du Québec? Le statut du Québec, évidemment, c'est celui d'une province. Une province du Canada au même titre, par exemple, que l'île du Prince-Édouard. Aussi, la culture québécoise, dans le cadre du multiculturalisme canadien enchâssé dans la Constitution canadienne, constitue une culture, évidemment, parmi tant d'autres. Je vous parle du point de vue fédéral, du point de vue de l'idéologie trudeauiste canadienne. Et bien sûr, chacune d'entre nous est un individu, un citoyen canadien, au même titre que les autres citoyens canadiens dans les autres provinces. Alors, ce faisant, on fait totalement abstraction de l'idée que nous formions tous ensemble une nation et que quand on devient québécois par naissance ou par adoption,
eh bien, on fait partie de cette culture nationale et aussi de cette culture politique qui s'avère minoritaire sur ce grand continent qu'on appelle le pays du Canada. Vous savez, appartenir à cette culture nationale fait de chacun de nous, finalement, des citoyens, certes, mais qui ont un poids politique moins important que les autres citoyens qui appartiennent, eux, à la majorité canadienne-anglaise. De sorte que, pour reprendre les paroles de Maurice Séguin, eh bien, notre agir collectif, en tant qu'appartenant à ce peuple québécois, est systématiquement subordonné à celui du Canada anglais. Et alors, c'est peut-être une des bonnes raisons pour lesquelles on a beaucoup de difficultés à imposer cette langue française qu'on voudrait commune, officielle, naturelle, normale, au Québec, ici, chez nous. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous n'y parvenons pas de manière satisfaisante. Alors, ce statut provincial du Québec implique forcément, et c'est très décevant de le constater, que la langue française est une langue provinciale. Elle n'est pas une langue nationale au même titre, par exemple, que le français en France, c'est véritablement la langue de l'État, la langue de la nation, la langue officielle, et en général partout ailleurs dans les États, fût-ils indépendants ou fédérés. Et donc, en conséquence, comment voulez-vous qu'on garantisse la pérennité du français au Québec à long terme? Sa pérennité, mais pas seulement ça, qu'on garantisse aussi notre capacité à nous épanouir culturellement et linguistiquement, compte tenu de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Alors, il n'est pas étonnant, dans ce contexte, que, vu notre statut de province, eh bien, on nous a traités, évidemment, comme une province, essentiellement, malgré toutes les avancées, tous les combats que nous avons menés, notamment à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, au fil de l'histoire. Et donc, nous nous retrouvons, 40 ans après l'adoption de la loi de la Charte de la langue française, avec une Charte de la langue française, évidemment, qui est édentée. Malgré tout ce qu'elle promettait, cette charte, eh bien, elle n'est plus l'ombre d'elle-même. Alors, il y a un constat fondamental à faire. Ou bien on rétablit ce qui découlait de la volonté démocratique à l'époque, c'est-à-dire on rétablit la loi 101 essentiellement en faisant les ajustements nécessaires tels qu'elle était à l'époque, ou bien il faut absolument que le Québec devienne un pays indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah tiens. Pro-victis. Absolument. Vous avez bien raison. Et moi non plus, d'ailleurs, sauf quand j'emprunte le langage de nos adversaires. Mais ça nous ramène à une réalité qui, parfois, finit par nous échapper, du fait qu'on a l'impression, justement, que grâce à cette loi 101, on est protégé. L'avenir du français au Québec est garanti. Du moins, ce n'est peut-être pas l'avis des gens qui sont dans cette salle, mais je pense que pour plusieurs de nos concitoyens, c'est le cas. Alors, je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Et pour ma part, évidemment, vous savez, je suis président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, c'est peut-être pas pour rien. Il n'y a pas question de flancher, il n'est pas question de plier les genoux sur les objectifs qu'on se donne, afin au moins que, malgré le carcan canadien qui nous en sert, eh bien qu'on obtienne le maximum de statut possible pour la langue française. Et pour compenser notamment les reculs qu'on a essuyés, les reculs évidemment des mots linguistiques, les reculs légaux, les reculs judiciaires et les reculs politiques, bien sûr, qui nous affectent et qui fait que le poids culturel, le poids politique du Québec diminue chaque jour qui passe. On a donc une responsabilité de s'assurer que, pour la suite du monde, le français redevienne ce qu'il doit être. En fait, devienne ce qu'il doit être au Québec, c'est-à-dire la véritable langue officielle. Pour avoir ce statut, d'abord, je l'ai mentionné plus tôt, il faudrait que le Québec ait le statut correspondant. Mais pour ce faire, évidemment, il nous faut des moyens, il nous faut des outils, il nous faut du pouvoir. Alors, plutôt que de subir le pouvoir des autres, il faudrait exercer nous-mêmes notre propre pouvoir.
savez, c'est très simple ce que je mets de l'avant, mais je pense qu'à un certain point, il va falloir revenir au principe, puisque certains de nos dirigeants et nos élus se sont égarés au fil du temps. Parmi les moyens et les mesures que nous pouvons, et à mon sens, que nous devons mettre de l'avant afin de rétablir ce statut du français autant que possible. Il y a cette proposition d'étendre l'application de la Charte de la langue française au collégial. Cela fait des décennies qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, nous prônons cette solution qui est une solution raisonnable et que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est une solution qui a bien du bon sens. Alors, je vais m'affairer dans les prochaines minutes à éplucher, à déconstruire les contre-arguments, les objections qu'on entend fréquemment dans les médias, les objections de principe souvent, contre cette idée d'appliquer la loi 101 au cégep, en espérant que ça puisse nous outiller dans ce débat qu'on doit mener. Ensuite de ça, peut-être que je me permettrai certains commentaires sur l'actualité, mais pas trop, considérant qu'on est non partisan ici à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. D'abord, je vais poser les données. Alors, pour ceux qui ont des crayons, les données les plus récentes qui sont disponibles nous indiquent qu'en 2015, alors il y a 4200 finissants du secondaire francophone qui ont décidé de poursuivre leurs études en anglais au cégep anglais. 4200. Et parmi ceux-là, il y avait environ 2000 allophones et 2250 francophones. Ça, c'était en 2015. Entre 2011 et 2015, en tout, dans l'ensemble du réseau collégial anglophone, il y a eu environ 54 000 nouveaux inscrits. OK? Et parmi ceux-là, il y en avait juste 24 000 qui étaient de langue maternelle anglaise. Alors, les Anglais qui vont au cégep anglais, finalement, sont minoritaires dans la composition de ces inscrits. Et donc, pour être encore plus clair, les francophones et les allophones sont plus nombreux que les anglophones au cégep anglais. Bon. En comparaison, pour la même période, donc 2011 à 2015, les cégeps français ont attiré seulement 10 000 étudiants qui n'appartenaient pas à leur clientèle naturelle, c'est-à-dire les allophones et les francophones. Alors, je vous dis 10 000, et en comparaison de 2011 à 2015, donc c'est environ 30 000 dans les cégeps anglais, cégeps anglais qui parviennent à attirer des allophones et des francophones. Et là, je reviens aux 10 000 finalement aux 10 000 anglophones qui vont au cégep français. Alors, de ce nombre, en 2015, en fait, il y en avait seulement 427 en 2015. Et sur l'île de Montréal, cette année-là, il y a seulement 41 finissants du secondaire anglophone qui se sont inscrits à un cégep français sur l'île de Montréal. Ensuite de ça, probablement que ça a été dit plus tôt aujourd'hui, disons que, vous savez que le poids démographique des locuteurs de langue maternelle anglaise forme environ 8 % de la population québécoise. Et malgré ça, en tout, les cégeps anglophones, et c'est peut-être la donnée la plus pertinente, ils attirent environ le quart de tous les cégepiens inscrits dans les programmes préuniversitaires. Alors là, j'exclus la formation professionnelle. En 2016, à Montréal, donc à Montréal, le poids des anglophones constitue, selon le dernier recensement et avec les données reconfigurées par Charles Castonguay, le poids démographique des anglophones à Montréal est de 17,4 % de la population de l'île de Montréal. Alors, à Montréal, en 2016, le préuniversitaire anglais obtenait rien de moins que environ 47 % de l'ensemble des inscriptions donc dans le secteur préuniversitaire. Alors, à Montréal, en 2016, le préuniversitaire anglais obtenait rien de moins que
environ 47 % de l'ensemble des inscriptions, donc dans le secteur préuniversitaire. C'est quand même pas rien. Alors, voilà pour les données. J'essaie d'être le plus clair puis pédagogique possible. Est-ce que ça va, là? Vous me suivez pas mal? Grosso modo, c'est pas compliqué, là. Les cégeps anglais sont hypertrophiés. Ils accueillent un très, très grand nombre d'étudiants qui ne sont pas anglophones. OK? Alors maintenant, on va s'attaquer à 3 des principales objections qui sont formulées à l'encontre de cette proposition d'étendre l'application de la loi 101 au cégep. Et en préambule, juste une petite phrase en prélude. Vous savez, tout ce que je viens de dire, là, ça s'ajoute à tous les constats précédents de la journée là, quant à la situation du français au Québec. Vous comprenez? Alors, première de ces objections qu'on entend souvent, la liberté de choix. Alors, chaque fois qu'il est question d'appliquer la loi 101 au collégial, on nous rétorque moi, j'ai la liberté de choix, ou j'ai le droit. J'ai le droit. Alors, vous savez, les politiques relatives à l'instruction publique dans une société, et a fortiori les politiques relatives à la langue de l'instruction publique, ce sont des prérogatives collectives. Tout cela ne découle pas de droit, d'un choix individuel. C'est pourquoi, il y a 40 ans, je pense qu'on a fait le bon choix collectivement de faire du français, la langue officielle du Québec, et de garantir à la communauté québécoise d'expression anglaise ses droits consacrés, ses institutions, y compris ses écoles. Alors, les écoles anglaises allaient donc être destinées, comme il se doit, à servir la minorité historique anglaise et non plus à angliciser l'ensemble du Québec. Alors, lorsque, sous l'impulsion du grand Camille Lorrain, le gouvernement du Québec a fait adopter la loi 101, alors bien sûr, cela a eu pour effet, oui, de limiter raisonnablement la liberté de parents allophones, notamment, qui, à l'époque, pour la vaste majorité, envoyaient leurs enfants dans les écoles de la minorité anglophone. Alors, limiter, effectivement, leur liberté. Mais c'était, bien sûr, une décision collective, comme il s'en prend dans tous les pays du monde. Une décision démocratique, une décision légitime, une décision quand même naturelle, dans le sens du bien commun, et surtout, c'était une décision courageuse dans le contexte. Et quant à la liberté de choix, par ailleurs, à proprement parler, dans le débat concernant la loi 101 au cégep, en fait, il n'y a personne qui remet véritablement en cause la liberté d'un étudiant non anglophone de s'inscrire au collégial anglais, fondamentalement. C'est simplement qu'il est anormal que la facture qui accompagne ce choix soit assumée entièrement par l'État. Alors, la collectivité des payeurs de taxes que nous sommes, elle aussi détient une liberté de choix, sauf erreur. Celle de financer ou pas sa propre anglicisation. Et bref, si cette collectivité que nous formons exerçait, par exemple, sa liberté de choix en appliquant la loi 101 au collégial, en fait, il n'y a rien qui empêcherait pour autant un jeune étudiant déterminé à suivre un parcours immersif en anglais de s'inscrire à un collège privé non subventionné anglophone. Alors, vous me direz, il n'y en existe pas beaucoup, mais vous comprenez le principe. Alors, il le ferait, par contre, en payant de sa poche. Alors, d'une manière ou d'une autre, vous savez, la liberté, ça se paye. Et la question est de savoir qui paye. Alors ça, c'est grosso modo ma réponse à la première objection, de principe. Deuxième objection, ce sont des adultes. Alors, on ne peut pas faire ça parce que ce sont des adultes. Alors, d'emblée, je pense que, même si ce n'est pas l'essentiel, il faut souligner que cette affirmation n'est pas rigoureusement exacte, puisqu'il y a une bonne proportion des gens qui s'inscrivent au cégep qui ont moins de 18 ans au moment de leur inscription. Bon, cela dit, sur le fond, vous savez, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on a tous les droits. En fait, au contraire, l'adulte, généralement, a beaucoup plus de responsabilités que l'enfant. Et même dépasser l'âge de la majorité,
ben, il faut respecter des règles de vivre ensemble, aussi triviales que ça puisse paraître. Et ces règles sont déterminées démocratiquement dans l'intérêt commun. Alors, la question, encore là, qui doit orienter le débat, ce n'est pas de savoir si un adulte devrait être considéré plus ou moins libre qu'un enfant ou un mineur. Mais la question, c'est de savoir si l'idée d'appliquer la loi 101 au cégep est cohérente avec l'intérêt commun. Alors, le débat, il est là. Alors, sur ça, en l'occurrence, ben, il y en a plusieurs qui laissent entendre, finalement, qu'en ayant complété son primaire et son secondaire en français, l'adulte québécois serait désormais imperméable à l'anglicisation et aussi qu'il aurait tout compris de la société où il vit. Alors, pour moi, ces gens-là font fausse route. Vous savez, c'est précisément au sortir de l'adolescence, au début de l'âge adulte, qu'on parachève sa socialisation. Alors, c'est à ce moment charnière, par exemple, qu'on fait son entrée dans le monde du travail, qu'on construit son réseau, etc., etc. Et c'est précisément au cégep qu'on approfondit sa connaissance de la culture québécoise, de l'histoire et de la réalité de ce pays, finalement. Alors, quel meilleur gage d'intégration et d'inclusion, notamment pour les allophones, que d'aller au collégial français? Et quelle meilleure façon de découvrir et d'apprendre à aimer le Québec? Autrement, à la lumière notamment des recherches de l'Institut de recherche sur le français en Amérique, qui datent d'il y a quelques années, mais qui sont certainement encore valides, et plus encore aujourd'hui, puisque le temps passe. Études donc sur les comportements sociaux et culturels des allophones et des francophones qui ont fait un parcours au cégep anglais. Eh bien, force est de constater que même les jeunes adultes, oui, sont sujets à l'anglicisation, et pas seulement les enfants. Et c'est sans compter les importantes répercussions dans le monde du travail. Alors, parmi les étudiants qui ont complété leurs études postsecondaires en anglais, 75 % des allophones et 50 % des francophones vont gagner par la suite leur pain dans la langue de Shakespeare. Alors, en comparaison, pour l'exprimer maintenant positivement, on n'est pas juste là pour critiquer, ou quoique c'est fondamental dans une société, mais pour l'exprimer positivement, vous savez, en comparaison au cégep français, il y a 95 % de ceux qui sortent de là qui vont travailler en français par la suite. Où l'on voit l'efficacité en termes d'intégration à la société québécoise du cégep français. Vous savez, on rappelle souvent, et à juste titre, qu'à l'époque où la loi 101 a été adoptée, je ne pense pas que le législateur, puis le gouvernement, puis Camille Lorrain pouvaient prévoir que quelques décennies plus tard, presque tout le monde passerait par le cégep. Le cégep, c'était quand même relativement nouveau. Et à présent, il y a une très grande proportion de jeunes Québécois qui vont au cégep. Alors, peut-être qu'on ne l'avait pas vu venir à l'époque. Autre objection à laquelle je vais m'attaquer, l'anglais est mal enseigné dans les écoles françaises. Bon. Alors, si c'était réellement le cas, comment se fait-il que sur l'île de Montréal, 79 % des jeunes francophones sont bilingues? Alors vraiment, si on échouait dans l'enseignement de l'anglais langue seconde, comment se fait-il qu'on se déclare, à tout le moins, aussi bilingue? Il faut croire qu'on n'est pas si pire que ça, d'autant plus que cette proportion de jeunes francophones, 79 % qui se déclarent bilingues, dépasse légèrement, ces dernières années, les jeunes anglophones, dont le bilinguisme tend à régresser tranquillement au fil des dernières années, un peu à l'instar de leurs homoglottes au Canada anglais. Parce qu'au Canada anglais, vous savez, le bilinguisme des anglophones, on repassera. Alors, c'est toujours la même chose dans ce pays. Le bilinguisme, c'est toujours un bilinguisme à sens unique, on sait bien. Alors, cette objection par rapport à la soi-disant mauvaise qualité de l'enseignement de l'anglais, d'abord, on ne sait pas trop si elle est fondée empiriquement. Peut-être que je devrais plus chercher. Je n'ai pas vu de chiffres par rapport au taux de réussite des étudiants en matière d'anglais langue seconde. Il faudrait voir, mais bon.
Il reste que cette objection, elle est sur toutes les élèves, sur toutes les tribunes. L'autre fois, je suis allé à Isabelle Maréchal et on a fait une ligne ouverte pendant 1 heure. Pas un seul citoyen n'était en faveur de la loi 101 au cégep. Bon, je me sentais bien isolé. Ça ne correspond pas non plus tout à fait aux données qu'on a quant à l'appui populaire à cette mesure. Bon, il y a eu un sondage que vous avez vu récemment qui donnait, je ne me souviens plus trop, à peu près 30 d'appui. Il y en avait eu un autre il y a quelques années, tout dépendant comment on pose la question. Nous, on avait sorti un sondage qui montrait qu'il y avait 57 des gens qui appuyaient cette mesure de l'application de la loi 101 au cégep. Mais c'était assez incroyable. Cette objection-là revenait sans cesse. Petite parenthèse, ça, les gens disaient des choses. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont piger ça. Peut-être est-ce dans les radios poubelles, peut-être, je ne sais trop, mais du genre, vous savez, M. Laporte, tant qu'il y aura un francophone qui parle français au Québec, là, la pérennité, là, le français va continuer à exister. Alors, moi, j'ai répondu, mais avec qui il va parler? Bon. C'était ce genre d'argument. Mais évidemment, la question de l'enseignement de l'anglais langue seconde revenait quand même assez fréquemment. Bon, d'abord, c'est quand même un peu injustement insultant pour le corps enseignant. Ça, c'est un premier constat. Parce que, je veux dire, ces professeurs-là, ces enseignants, enseignantes se démènent. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle, hein? J'en vois même. Il y en a beaucoup qui se démènent, évidemment, pour enseigner à nos enfants. Hein? Et puis, je pense qu'on leur donne une fière chandelle. Alors, cette espèce d'objection, c'est censé nous convaincre que le peuple québécois, qui est déjà l'un des plus bilingues au monde, ne le sera jamais assez, finalement, bilingue. Et donc, aller à l'école anglaise serait une condition essentielle pour réussir dans la vie. Autant dire que réussir n'est pas français. Pour les anglomanes, comme on peut les appeler, être bilingue, même à 79% chez nos jeunes francophones québécois, ça ne suffit pas, apparemment. Alors, pour ces gens, parmi toutes les matières qu'on enseigne à l'école, l'anglais semble être la seule qui soit véritablement pertinente. C'est-à-dire qu'on enseigne mal l'histoire, la géographie, les sciences, et a fortiori le français, ça leur est égal. Hein? Seul l'anglais permettrait de s'ouvrir au monde. Et peu importe qu'on n'ait rien à lui dire à ce monde, tant qu'on le fait en français, tant qu'on le dit en français, en anglais. Tu sais? Bon. Fait que cela étant posé, dans la mesure où on admet comme étant, louable, l'objectif, disons que le niveau de connaissance de l'anglais chez les individus augmente, OK? En quoi faudrait-il pour se faire angliciser toute une société? Est-ce qu'il faut absolument, pour apprendre l'anglais, étudier en anglais pendant 2-3 ans, sinon davantage? Si l'immersion dans un autre environnement linguistique est évidemment un moyen efficace pour quiconque souhaite devenir bilingue pas d'accent, est-ce que cette immersion doit nécessairement passer par un parcours académique intégral? Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi un séjour aussi long qui se fait au Québec, où justement l'environnement devrait être français, un environnement aussi long dans des institutions qui sont normalement destinées, évidemment, à la minorité anglophone et qui sont financées, faut-il le rappeler, à 100% par le public. Alors, on ne fera pas à croire qu'il n'y a pas d'autres moyens raisonnables, disons, de cultiver son bilinguisme ou, j'oserais dire, sa diglossie. Alors, je pense qu'il y a peut-être seulement qu'au Québec qu'on voit ça. Plusieurs pays, entre autres en Europe, ont une population qui affiche des taux élevés de bilinguisme, voire de plurilinguisme, et de connaissance effective de l'anglais, sans pour autant qu'ils viennent à l'esprit de ces pays de financer de manière illimitée un réseau d'éducation publique parallèle dans une autre langue, en l'occurrence l'anglais. Dans cette ligne ouverte dont je vous parlais, justement, il y a un autre citoyen qui a appelé et qui vantait le bilinguisme islandais-anglais du peuple islandais. Il disait « Tous les Islandais maîtrisent l'anglais. » Un, ça reste à voir. Mais deux, je suis convaincu qu'il n'y a pas de réseau public anglais accessible à tous et financé de manière illimitée en Islande.
Alors, on ne me fera pas avaler ça. Alors, en voulant, en quelque sorte, guérir, vous savez, les pauvres Québécois handicapés du fait de ne pas être nés anglophones, tous ceux qui prônent l'accès tous azimuts au cégep anglais, en fait, ils ne font qu'accélérer cette hémorragie sans fin qui, chaque jour qui passe, affaiblit le français langue commune. Je pourrais m'étendre beaucoup plus longtemps sur le fond du sujet, mais je pense que les arguments qui m'apparaissent plutôt faibles, voire les sophistes qu'on entend en réponse à ce projet d'appliquer la loi 101 au cégep, sont assez faciles à démolir et il suffit de s'y pencher un peu. Maintenant, comme je l'ai promis, rapidement sur l'actualité. D'abord, vous savez, la société, il faut rappeler que c'est un organisme citoyen non partisan. On est content que des politiciens reprennent nos idées, en débattent et tout ça. Et bien sûr, on leur laisse faire le débat. Bien, évidemment, le sujet est trop important quand même pour que je m'interdise de commenter. Alors, sur les compromis évoqués par M. Lisée, d'abord, on voit que on voit qu'il bouge un peu, donc il y a de la vie. Il y a de la vie là-dedans, donc c'est pas mauvais. On pourrait parler, disons, d'un timide pas, un trop timide pas dans la bonne direction. Mais certainement un recul, par contre, par rapport à la position du Parti québécois telle qu'elle avait été adoptée à leur congrès de 2011, sous l'impulsion du grand Pierre Curzi, on s'en souviendra. Alors, vous savez, jusqu'à un certain point, c'est bien beau les compromis de politiciens, mais l'objectif, après tout, c'est de ne pas compromettre l'avenir du français, n'est-ce pas? D'emblée, je pense que aussi la volonté des dirigeants du Parti québécois d'étendre les dispositions de la loi 101 à la formation professionnelle et à l'école aux adultes, c'est bienvenu, ça fait partie de nos revendications de longue date. Sur la question de réduire le financement des cégeps anglais, alors là-dessus, si M. Lisée vous laisse éviter une controverse à la loi 101 au cégep, disons que cet objectif-là n'est pas trop atteint parce que je trouve que ça ajoute de la controverse. Je trouve ça un peu maladroitement formulé, un peu malhabile et peu convaincant. Je pense que c'est une voie de contournement. Souvent, on essaie de trouver des voies de contournement, on tergiverse un peu, tout finalement pour ne pas aller de l'avant, modifier la loi 101, appliquer la loi 101 au cégep. Ça se comprend, on respecte ça. Mais là-dessus, moi, ma position rejoint essentiellement celle de Pierre Dubuc. Je pense qu'il l'a exprimé ce matin dans Le Devoir. Il l'avait aussi exprimé dans l'autre journal. Je vais la reprendre à mon compte, mais autrement. Cette mesure, à elle seule, je ne pense pas qu'elle réglerait le problème de l'accès des non-anglophones au cégep anglophone, qui est en croissance. Là, je fais abstraction des autres mesures qui sont proposées, les 2 diplômes, tout ça. Si cette seule mesure-là était adoptée, ce ne serait pas nécessairement si efficace, pour toutes sortes de raisons. 2, parce que notamment, les dirigeants des cégeps anglophones auraient certainement beau jeu, je suis d'accord avec ça, avec cet argument, de combler les manques à gagner en cognant à la porte du fédéral qui, en vertu du pouvoir fédéral de dépenser, pourrait tout à fait renflouer les coffres de ces cégeps anglophones. Alors, le fédéral ne se gêne pas pour, évidemment, invoquer son pouvoir fédéral de dépenser dans plusieurs domaines de notre vie politique et collective. En 3, on ne peut pas dire que c'est un gage de paix linguistique non plus, puisque, comme l'écrit Dubuc, la réduction graduelle des budgets des cégeps anglophones signifie, bien évidemment, une nouvelle crise linguistique chaque année. 4, là je continue à citer Dubuc, une telle mesure de nature administrative est moins contraignante qu'une loi, évidemment, et peut être modifiée avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement. 5, pour ma part, j'ajouterais que ça complique drôlement le système de financement du réseau collégial qui est organisé par tête de pipe. Pas évident aussi. Il va falloir revoir la notion de qu'est-ce qu'un anglophone de langue maternelle. Est-ce que la clause Canada s'applique? En tout cas, c'est vraiment pas évident. Et aussi, finalement, de toute façon, l'application de la loi 101 au cégep, qui aurait évidemment pour effet de réduire le nombre d'étudiants inscrits au cégep anglophone. Évidemment, ça réduirait le financement en conséquence, mais
à mon avis, d'une manière beaucoup plus logique et moins difficilement acceptable. Alors, ensuite, en ce qui a trait à un renforcement de l'offre de formation en anglais enrichi, qui peut comprendre, comme le pense M. Lisée, une session dans un cégep anglais. Alors, encore une fois, je reviens sur l'idée que là, essentiellement, c'est basé sur la prémisse que l'anglais est mal enseigné dans les écoles françaises, ce qui n'est pas très flatteur pour les syndicats d'enseignement et leurs membres qui travaillent fort à enseigner l'anglais, notamment à nos jeunes. Et aussi, ces personnes, ces professeurs, ces enseignants ont le droit, vous savez, de travailler en français et de ne pas se faire imposer de travailler davantage dans une autre langue que la langue officielle. Alors aussi, ça va poser des problèmes. Si c'est le cas, ça poserait des problématiques quand même assez importantes au niveau syndical. Et c'est déjà le cas avec tous ces cégeps français qui bilinguisent leur offre de formation. Alors, ensuite de ça, vous savez, grosso modo, il y aurait aussi une autre idée à mettre de l'avant, tant qu'à triper comme ça sur l'immersion en anglais. On pourrait aussi penser à conclure des ententes avec les gouvernements des autres provinces du Canada anglais afin de favoriser des échanges étudiants. Et comme ça, on pourrait, disons, tu es un cégepien, puis là, tu pourrais aller étudier à Toronto, une session 2. Sur le système est différent, mais il y a certainement des ajustements à faire. Et là, tu aurais un Ontarien anglophone qui viendrait, pourquoi pas, étudier dans un cégep francophone de région. Alors, la problématique, l'aspiration à s'immerger dans un environnement anglais serait atteint, ce faisant. Alors, vous savez, grosso modo, je trouve qu'on essaie de... Finalement, il y a plusieurs lapins là, qu'on sort de quelques chapeaux, puis il y a plusieurs solutions à géométrie variable qui sont proposées. Mais franchement, le plus simple serait d'aller de l'avant et faire comme on a fait pour le primaire puis le secondaire. On ne parle pas encore de l'université, on parle du cégep. Et je pense que ça aurait un effet fort appréciable sur la vigueur, la vitalité du français, langue commune, langue d'enseignement. Alors, voilà. Mais je reviens à mon introduction. Ce serait beaucoup plus simple si, pour conférer un véritable statut de langue d'État, de langue nationale, etc., à la langue française, le Québec lui-même avait un statut respectable. Et je pense que nous devons continuer à nous battre en ce sens. Et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de déplorer que certains remettent au calendrier grec le nécessaire rendez-vous historique qu'on doit avoir avec nous-mêmes. Et vous savez, moi, je vais être en Catalogne dans les prochaines semaines en tant qu'observateur du référendum sur l'indépendance du peuple catalan. Et je suis déjà allé en 2014, pas pour me vanter, mais je vous suggère d'aller là, c'est magnifique en passant. Et c'est un magnifique peuple au sens où sa volonté, son courage sont précisément magnifiques. Je souhaiterais tellement qu'on s'en inspire et qu'on aille de l'avant. Et pour ça, là, vous savez, il va falloir peut-être faire quelques sacrifices. Jusqu'à un certain point, comme disait Bourgault, vaut mieux perdre une élection que de perdre son âme. Et puis d'ailleurs, quand on perd son âme, de toute façon, on perd ses élections. Merci. Donc, je pense qu'on va prendre les questions en rafale, on va y noter pour pas que ça s'éternise. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui allons au Congrès. Oui. Allez-y. On va noter les questions et après, chaque personne, dites à qui ça peut s'adresser à M. Termotte aussi. Bon, en fait, c'est à l'ensemble des conférenciers aujourd'hui, c'est la problématique du français. Est-ce que j'interviens maintenant ou on me reporte? Non, allez-y. Non, rapidement. On a parlé de volonté collective, de volonté individuelle, etc. Je pense que, et ce n'est pas une législation, je pense que la volonté personnelle de faire respecter le français au quotidien. Il y a 2 ans, il y a un sondage qui était sorti, une enquête du Journal de Montréal. Il y a 80% des Québécois qui passent à l'anglais lorsqu'on s'adresse à eux en anglais. Et même, avant même, dans des restaurants, ils commandent
il parle entre eux en français, mais quand le serveur arrive, qui est un enfant de la loi 101, il parle très bien français, on commande « I'll have rice », etc. Ça, c'est pas la langue, ça rend pas le français prestigieux. Et ça, c'est un choix individuel de chaque Québécois. C'est une responsabilité historique. Et ça, je trouve qu'on ne l'assume pas. Merci. Merci, monsieur. Allez-y. Bonjour. Bien, c'est pas vraiment une question, ça m'interpellait ce que tu disais. Là. Moi, j'étais allée au cégep francophone. Et mon ami de l'époque, il est allé au cégep anglophone. Puis, bien, je trouve ça courageux de faire ça, mais je trouve que pour les francophones, on devrait avoir le droit d'aller au cégep en anglais. Mais peut-être pour les allophones puis les anglophones, je me questionne plus. Mais comme moi, j'ai fait, quand j'ai fini le secondaire 5, j'ai fait un échange à l'université Kingston, là, 6 semaines. C'était comme des échanges, en tout cas. Puis, de toute façon, moi, j'étais allée au cégep francophone, puis j'ai détesté mes cours de français, j'ai détesté mes cours de philosophie. J'ai rien appris là-dedans. Là. J'ai tout lu Godbout, Tremblay, puis j'haïssais ça pour mourir. J'étais en sciences pures, puis en sciences de la santé, je voulais rien savoir. Puis moi, ce qui m'a fait aimer le français puis l'histoire, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste. Ah ben, donc. C'est vraiment ça, là. Ben, parce merci. parce que moi, j'étais en administration. Vous n'êtes pas la seule, je pense. Oui, c'est ça. J'étais au bac en sciences comptables puis en administration, fait que c'était bien important l'anglais. Puis moi, la façon que j'ai appris l'anglais, c'est en travaillant. Puis j'en ai arraché, là, parce que je sortais d'un bac en comptabilité de management. Puis là, je travaillais en anglais avec des Juifs, puis c'était vraiment l'enfer. Puis, juste pour finir, mon ami, qui lui aussi est en administration, qui a un gros poste à Montréal, là, et il travaille pour CGI comme VP Finance, il a travaillé à Paris, il a travaillé partout. Lui, il a fait son cégep anglophone, mais il venait de Québec. Fait que peut-être qu'il trouvait ça important d'apprendre l'anglais pour quelqu'un qui vient de Québec. Mais il a fait son bac à l'UQAM, puis il a fait sa maîtrise à Concordia. Et je pense qu'il quand même, il fait honneur au français, là. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Je réponds à cette première vague de questions. S'il y en a d'autres qui... Ah, vas-y, Aude. Ben, moi, je peux juste dire qu'après avoir enseigné là, pendant plusieurs années, là, 34 ans, là, il y a d'anciens élèves qui venaient me voir et ceux qui étaient passés au cégep anglophone se rappelaient pratiquement plus du français. Vraiment, là, c'était des allophones? Oui, mais ils avaient fait le cours régulier en français, primaire, secondaire, et puis ensuite, ils sont passés au cégep anglophone, puis ça n'a pas pris 4 à 6 mois. Ils étaient incapables de... Ils comprenaient. Ils me disaient, oui, on comprend tout ce que vous me dites, là. Mais, tu sais, ils avaient vraiment... Là, ils n'étaient pas capables de s'exprimer en français. Alors, c'est ça, là, pour ancrer une langue, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est une nécessité, parce que sinon, déjà, c'est fragile. Alors, en Amérique du Nord, alors il faut mettre toutes les chances de notre côté. Merci bien. Bravo. Alors, oui, allez-y, monsieur. Peut-être une minute, là. Mon nom, c'est Jean Brodeur. J'ai étudié surtout en théologie, en philosophie à McGill, à Montréal, au Grand Séminaire. J'ai passé 1 an au Mohawk College en textile technology, parce que j'avais eu une bourse de devenir textile par mon père. Une drôle de patente, là, tu sais. Mais en philosophie, j'ai appris avec Heidegger et Gadamer va dans le même sens, les philosophes qui donnent les bases scientifiques des sciences humaines pour aujourd'hui, que la langue, ce n'est pas tant un instrument, un outil comme une fourchette, une cuillère, un marteau ou une scie, mais la langue, c'est un mode d'être. Heidegger va dire un existentiel. C'est ce qui nous fait être humains. Alors, la langue, pour Heidegger, c'est clair que ça fait partie de l'âme de l'être humain, de son centre, comme la compréhension. Alors, quelqu'un qui comprend mal sa langue maternelle se comprend mal lui-même. Et je dis ça parce que les gens vont dire « Bon, mais j'apprends le chinois, j'apprends le grec, j'apprends... » C'est pas de même que ça marche. Quand tu apprends une langue maternelle, tu apprends à vivre en relation avec les autres, à comprendre le monde et être en relation avec toi-même aussi. Quand ça, c'est pas clair, oublie ça, là, la philosophie, puis tout, puis l'histoire, là. Tu vas vouloir faire une pièce vite, puis tu es prête à parler chinois avec n'importe qui. T'sais. Alors, c'est d'autres problèmes.
Alors, d'où l'importance d'apprendre le français, mais d'apprendre le français en profondeur. J'ai trop parlé, excusez-moi. Merci, bravo. Alors, d'abord, en réponse à la première question ou intervention sur la responsabilité individuelle. Alors, je suis d'avis que c'est la responsabilité, évidemment, de tous et toutes de travailler à la pérennité du français au Québec. Cela dit, il est anormal que tout un peuple doive s'obstiner avec chaque commis de dépanneur, vous savez, pour se faire respecter dans sa langue. Et d'autre part, il est évident que nous sommes chacun et chacune responsables de notre destin, individuel comme collectif et national. Mais vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on élit des gens pour nous représenter dans les différents parlements, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes. Ces gens, ces dirigeants politiques qui ont beaucoup de pouvoir, qui dirigent nos affaires, ont une responsabilité accrue. Vous savez? Leur pouvoir est directement proportionnel avec la responsabilité qu'ils ont de l'exercer comme il se doit, en ayant bien en tête leur devoir sacré à l'égard du français au Québec. Alors, sinon, si chacun, individuellement, on serait un peu dans une société libertarienne, là, chacun est individuellement responsable de soi et de ça, peut-être qu'on mettrait la clé dans la porte du gouvernement et on ne lui demanderait plus de rien faire. Alors, évidemment, tout ce qu'on demande s'ajoute à tout ce qu'on fait déjà comme organisme de la société civile, comme citoyens, citoyennes, etc. On le demande, bien sûr, à ceux qu'on élit pour nous représenter. Vous direz qu'on a le gouvernement qu'on mérite. Ça, c'est un autre sujet. Ensuite de ça, sur l'intervention par rapport à l'attrait que représentent les cégeps anglais afin d'apprendre l'anglais pour un francophone, là, c'est parce que j'ai beaucoup abordé cette vision-là dans ma conférence pour la casser, justement. Et, vous savez, pour donner une autre image, disons quelqu'un qui est au collégial là, français, puis là, il souhaite... il prend un cours de théologie, monsieur avait étudié en théologie, puis là, il souhaite approfondir ses connaissances sur la civilisation égyptienne. Bien, il ne va pas aller dans un cégep égyptien, vous comprenez? Et on est capable d'étudier et d'apprendre des choses dans des institutions françaises. Alors, c'est vraiment, je trouve que le débat est vraiment, vraiment mal organisé autour de cette question-là. Nos institutions d'enseignement sont amplement capables de générer des petits bilingues. C'est ça le but. Peut-être aussi, il faudrait penser à être plurilingue. Bon. Mais on est amplement capable d'atteindre ce résultat-là. La preuve, c'est que sur l'île de Montréal, comme j'ai dit tantôt, il y a 79% des jeunes francophones qui sont bilingues. 80%, ça, je suis certain que c'est plus fort que les résultats en mathématiques. Puis ensuite de ça, il y a eu l'intervention de Aude qui m'a étonné, à laquelle qui m'a saisi, à laquelle je souscris. Je suis convaincu, parce qu'il y a aussi un phénomène d'acculturation, là, quand on se retrouve dans un environnement social tiers. Et là, évidemment, vous savez, la culture, c'est pas juste une affaire de poèmes, de pièces de théâtre, tout ça, là, de musique. C'est aussi la culture politique. C'est-à-dire que si, dans le fond, toute ta culture, disons, la culture canadienne anglaise ou anglo-américaine, ben là, tu vas véritablement consommer des médias, tout ça, tes lectures vont se faire en anglais, tu vas regarder la télé en anglais, on en a parlé un peu tantôt. Vous me direz que les francophones qui vont au cégep français aussi font ça, mais c'est beaucoup plus puissant quand la langue dans laquelle tu vis, c'est celle de la culture du bloc anglo-saxon, disons. Et à ce moment-là, tu risques de penser un peu moins comme un Québécois et un peu plus comme à l'extérieur, finalement, ou en périphérie de la culture politique qui est la nôtre et qui est indéniable, qui est reconnue de par le monde. On est quand même, généralement, nos consensus politiques tournent autour de la social-démocratie, tout ça. Alors, c'est sûr, exemple, c'est le principe d'Elvis Gratton. Bon.
Puis ensuite de ça, au plan, de tout ce qui a pu s'écrire au fil du temps en matière de philosophie du langage, linguistique, tout ça, ben, c'est sûr, on pourrait en parler longtemps. On pourrait invoquer toutes sortes de philosophes, la dialectique d'Hegel, on pourrait parler des constructivistes, de Russell, on pourrait citer Cioran qui disait qu'on n'habite pas un pays, mais on habite une langue. Parce que véritablement, comme disait Bourgault, la langue, c'est un outil de communication, mais à la différence d'un autre instrument de communication, comme un ordinateur, je sais pas, ou un crayon, ou encore un téléphone, ben, la langue, c'est le véhicule par excellence de la communication, au sens que c'est un véhicule organique. Alors, la langue, elle est indissociable, bien sûr, du locuteur, de celui qui la parle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je peux lancer ce crayon-là là, sur le plancher, ça ne fait pas bien mal. Mais si, par contre, on méprise et on affaiblit ma langue, là, ça fait mal. Ça fait mal. C'est aliénatoire. Alors, c'est un peu ça. Je pense que ça fait le tour. Alors, merci encore une fois. Ah oui, allez-y. J'aimerais savoir comment se fait la loi 99. OK. C'est que vous l'avez enlevé. Bon. Sur la loi 99, je pense que ça intéresse les gens ici. Hein? Oui. Juste pour mettre tout le monde sur le même diapason, la loi 99 est une loi de l'Assemblée nationale adoptée en l'an 2000 sous le gouvernement de Lucien Bouchard. Cette loi, dite sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, répondait à l'inique loi sur la clarté dont le père est l'ineffable Stéphane Dion. Et cette loi sur la clarté, également adoptée en 2000, quelques mois plus tôt, cette loi sur la clarté fédérale, elle dit essentiellement que la Chambre des communes se donne un droit de regard et un pouvoir d'être juge et partie quant à la soi-disant clarté d'un exercice référendaire. C'est-à-dire que si la question ou le résultat d'un référendum de sécession n'est pas suffisamment clair selon ses propres schèmes et sa propre grille d'analyse, et de manière essentiellement potestative, alors à ce moment-là, le fédéral va décider de ne pas entrer en négociation, comme pourtant lui imposait la Cour suprême dans son avis de 1998 qui disait l'idée phare du renvoi sur la sécession de 1998 de la Cour suprême, c'est vous allez négocier, vous allez vous entendre. Et ça, c'est notamment conforme avec les normes de droit international dans des contextes d'indépendance, de sécession. Quand on est des sociétés matures, quand on est des peuples matures, plutôt que de guerroyer, plutôt que, vous savez, d'employer de manière illicite la force, on parle en diplomatie, on négocie. C'est comme ça que se vivent les rapports de force dans une société civilisée moderne. Alors, loin d'aller dans le sens de la Cour suprême, en 2000, là, je refais le chemin inverse, je remonte dans le temps, je reviens dans le temps, le Parlement fédéral a abusé des conclusions de la Cour suprême et s'est donné le droit de regard, je le répète, sur finalement ce qui est le destin politique du Québec. Donc, en réponse à tout ça, le Parlement du Québec a adopté la loi 99. Mais cette loi fait beaucoup plus que seulement répondre à la loi sur la clarté. Elle formalise notre statut juridique comme peuple. C'est pour ça que tantôt je parlais du statut juridique du peuple québécois. Et elle a sorti à ce statut des droits fondamentaux à l'autodétermination. Et aussi le droit pour le peuple québécois de déterminer lui-même la manière dont il va s'autodéterminer. C'est-à-dire, c'est nous qui allons déterminer la question, c'est nous aussi qui allons dire, en toute légitimité, que, vous savez, un référendum, ça se gagne à 50% plus 1. Là, donc cette belle loi-là, 99, un moment fort dans notre histoire, peut-être la loi la plus brillante de tout le corpus législatif québécois, adoptée en 2000, je le répète, quelques mois plus tard, va faire l'objet d'une contestation devant la Cour supérieure qui est initiée par l'ancien chef du Parti Égalité, un partitionniste notoire, Keith Anderson. Et là, ça a niaisé pendant un bon nombre d'années devant les tribunaux. Le dossier, en tout cas, il y a eu toutes sortes de tergiversations administratives sur des éléments finalement un peu accessoires, de sorte que le dossier est ressuscité en 2012. Et voilà. Et là, en 2013, le gouvernement fédéral a décidé d'intervenir essentiellement au soutien de Henderson.
C'est épouvantable. Et là, tout de suite, il y a une résolution de notre Assemblée nationale. Résolution unanime pour dénoncer le fédéral, à juste titre. Et là, nous, on est entré dans la mêlée l'an dernier, en 2016, comme amis de la Cour, intervenants, pour faire valoir des arguments solides au soutien de la loi 99. Pourquoi? On aurait pu laisser le Québec se défendre. Évidemment, le Québec est en défense là-dedans. Mais on trouvait qu'il se défendait de manière bien trop molle. Il était en train de dire, finalement, que la loi 99, c'est quasiment juste une déclaration de principe assimilable à une motion sans effet juridique particulier et tout ça. On est en complet désaccord avec cette vision des choses. Pour nous, la loi 99, nous, je parle de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la loi 99 a un objet, a une substance, a des effets directs en droit. Elle met en œuvre des normes de droit international relatives aux droits des peuples de s'autodéterminer, de disposer d'eux-mêmes. Elle les met en œuvre concrètement. Ça génère des obligations de la part du gouvernement du Québec de respecter ce peuple et ses droits fondamentaux. Et incidemment aussi, ça oblige le fédéral aussi de respecter le peuple que nous formons formellement envers la loi 99. Alors là, il y a eu le procès au mois de mars dernier. Et voilà, là, la vraie réponse à la question, maintenant que tout ce préambule est fait, c'est qu'on n'a pas encore le jugement. On attend encore le jugement. Là, après tout cet exposé, en fait, c'est très simple, finalement, la question de la loi 99. La question de la loi 99, c'est on est-tu un peuple ou on n'est-tu pas un peuple? OK? 1. 2, c'est qui décide ici? Est-ce que c'est le peuple québécois qui décide de l'avenir du Québec ou est-ce que c'est le fédéral? Ou est-ce que c'est des juges de la Cour suprême? C'est juste ça. Une dernière intervention, monsieur, puis après ça, on va fermer la boutique après ça. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Frédéric Mayotte. Je suis un ancien des Lundis de l'Histoire avec Gilles Réaume. Enchanté. J'ai assisté aux conférences de l'après-midi. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve que des journées comme ça nous renforce comme peuple. Ma question, c'est une inquiétude, c'est un point d'information. C'est quand vous avez parlé de l'enseignement de l'anglais, l'enseignement au collégial en anglais, j'ai cru entendre que vous avez dit à un moment donné qu'il y aurait, à un moment donné, là, seulement 41% des élèves du secondaire qui passent aux études de cégep. Et je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Je voudrais savoir si c'est exact, là, si j'ai bien compris. Et puis, je trouve qu'il faudrait valoriser davantage l'enseignement dans les écoles à tous les cycles, là, et que c'est vraiment regrettable les coupures de 1 milliard depuis quelques années dans le milieu de l'éducation. En ce moment, le gouvernement réinvestit, mais on a fait un trou et on remplit à petit feu le trou. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait valoriser davantage l'enseignement. Voilà. Merci. Je me souviens plus du chiffre exact de la fréquentation des cégeps francophones. Parce que ce que j'ai dans mes notes, c'est juste la fréquentation entre 2011 et 2015 des cégeps anglophones, parce que je parlais des cégeps anglais. Mais il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent au cégep. Là. C'est sûr que pour avoir travaillé à la Commission scolaire de Montréal, effectivement, souvent on dit le taux de réussite au secondaire, beaucoup d'échecs, tout ça. Bon. Mais il y a beaucoup de raccrochage. Alors, c'est très déplorable. Le taux de décrochage, surtout aussi plus macro, le taux d'analphabétisme fonctionnel au Québec, ça c'est évident. Mais quand même, il y a un bon taux de raccrochage. C'est-à-dire qu'essentiellement, bien du monde qui, plutôt que faire leur secondaire en 5 ans, ils le font en 7 ans. Ils reviennent plus tard au secondaire. Mais ensuite de ça, quand même, je n'ai pas le chiffre, mais la fréquentation des cégeps est quand même importante. Pourquoi? Parce que les employeurs exigent souvent au moins des études collégiales pour avoir un bon emploi. Alors, c'est ça. Ce qui était frappant, là, je parlais tantôt, non pas de la situation de l'éducation au Québec en général, mais plutôt de la fréquentation des cégeps anglais. Et là, je disais qu'entre 2011 et 2015, ce qui ressort, c'est que, il y a eu à peu près 54 000 nouveaux inscrits au cégep anglais. Et parmi ceux-là, tu as une majorité d'élèves qui ne sont pas des anglophones. Tu as une majorité d'allophones et de francophones qui sont au cégep anglais. Alors, probablement parce que, justement, ils se convainquent que c'est la seule manière d'apprendre l'anglais. Merci. Alors, ce mythe-là, il faut absolument le casser. Je pense...
Ah, excuse. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'était, ouais, pour être plus précis, en 2015, sur l'île de Montréal. Parmi les gens qui sont allés au secondaire anglais, donc essentiellement des anglophones, des ayants droit, il y en a juste 41 qui sont allés dans un cégep français, pas 41%, 41 individus qui sont allés au cégep français émanant des écoles anglaises. Fait que ce que je veux dire à travers ça, c'est que, vous savez, la force d'attraction des cégeps français à Montréal, c'est vraiment mauvais. En tout cas, il y a quand même un certain nombre d'allophones, là, évidemment, qui vont au cégep français, mais en revanche, les francophones qui vont au cégep anglais sont très nombreux. Le Canada a adhéré au droit des peuples à l'autodétermination. Voilà. Et il a combattu le référendum de 95. Alors, il va contre lui-même, contre ce à quoi il s'est engagé. Je suis bien content que vous mentionniez ça, parce que ça me permet d'approfondir en l'espace de 2 paragraphes l'affaire de la loi 99, parce que c'est précisément notre argument. Alors, le Canada, comme État, membre des Nations unies, évidemment, a ratifié plusieurs normes de droit international, plusieurs instruments de droit international qui édictent le droit des peuples à s'autodéterminer. Exemple, dans la Charte des Nations unies, pacte relatif aux droits civils et politiques. Alors, le Canada a signé et ratifié ces droits. Mais ça va bien ratifier les droits des peuples quand tu ne reconnais pas le peuple québécois comme un peuple. Alors, tout l'enjeu de la loi 99, c'est pas compliqué, c'est de savoir si le peuple québécois en droit. On sait bien que dans les faits, on est un peuple. En sociologie, en sciences politiques, en anthropologie, en archéologie, en histoire. OK. Moi, je suis en droit, là. Alors, est-ce qu'en droit, on est formellement un peuple ou pas? Si on est formellement un peuple, j'espère. Si on est formellement un peuple en droit, ça veut dire qu'on est sujet des droits des peuples. C'est pas compliqué. On est un peuple en droit, alors on jouit du droit des peuples. Et à ce moment-là, les normes de droit international ratifiées par le Canada, en vertu du partage des compétences constitutionnelles, le Québec, c'est une de nos prétentions, a le droit de les mettre en œuvre. Parce qu'on plaide que le peuple québécois est de compétences québécoises. Mais nos adversaires, ils disent le contraire. Ils disent que le peuple québécois, dans le fond, il ne peut pas s'autodéterminer et il ne peut même pas être sans la tutelle fédérale. Alors, c'est fondamental, cet enjeu-là. Évidemment, vous ne verrez pas ça, c'est à une des journaux, pour toutes sortes de raisons que peut-être je n'énumérerai pas. Mais quand on voit Couillard tenter de rouvrir les discussions constitutionnelles, c'est très ironique. Ben oui. Parce qu'au même moment, le gouvernement d'Ottawa opère une véritable entreprise de destruction judiciaire des fondements démocratiques du peuple. Alors, comment peut-il espérer obtenir quoi que ce soit au plan constitutionnel? Alors que, je répète, au même moment, à la Cour, le fédéral nous plante un coup de couteau, encore une fois, qui s'ajoute à tous les couteaux. Finalement, il n'y aura plus de place sur notre dos qu'on nous a fait. Je ne dis pas ça pour qu'on se lamente. On est au-dessus de ça. Il faut se battre, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on fait. Au-delà, c'est bien l'animation politique, la pédagogie, la formation, les conférences, les colloques, tout ça. Moi, comme président général, une de mes principales orientations, au-delà de tout ça, c'est l'action. J'appelle ça l'action extraordinaire. Parce que si tu ne fais pas de l'extraordinaire, tu n'arriveras pas à l'indépendance. C'est-à-dire que l'indépendance, c'est un acte politique extraordinaire. Tu ne peux pas y arriver autrement que par des actions extraordinaires. Et l'ordinaire ne mène jamais à l'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on est quand même assez critique de nos leaders politiques. Alors, on va finir ça là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.